Pour un jeune bachelier de Mayotte, décrocher son bac, c'est souvent le début d'un rêve, faire des études supérieures, une promesse d'un avenir meilleur. Sauf que voilà, ce rêve a un prix. Et le chemin pour y arriver, il est plein d'obstacles, des obstacles qu'on ne voit pas toujours. Alors on va se pencher ensemble sur le parcours de ces étudiants, un vrai voyage entre un espoir immense et des défis qui le sont tout autant. Tout commence là, à Mayotte, au milieu de l'océan Indien. 8000 km, c'est la distance qui sépare l'île de Paris. Mais attention, ce n'est pas juste un chiffre sur une carte, c'est un vrai fossé, un gouffre émotionnel et culturel que ces jeunes vont devoir traverser. Et le plus souvent, ils le font seuls, pour la toute première fois de leur vie. C'est le début d'un voyage qui en dit long sur leur courage et leur ambition. Et maintenant, attention, accrochez-vous bien. 85%. Ce chiffre, il est brutal, il faut le dire. C'est le taux d'échec en première année pour les étudiants mahorais qui arrivent en métropole. Bon, l'étude date de 2011, mais le chiffre reste marquant. 85%. On est obligé de se poser la question, mais pourquoi ? Comment on peut en arriver là ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre qui fait si mal ? Alors pour essayer de comprendre, il faut qu'on rembobine un peu. Parce que, et c'est ça qui est crucial, les problèmes ne démarrent pas à l'atterrissage à Paris. Non, ça commence bien avant. Ça commence sur les bancs de l'école, à Mayotte même. Regardez la différence, c'est flagrant. D'un côté, Mayotte, on a des classes surchargées, des profs qui changent tout le temps, un système vraiment sous tension. Et de l'autre, la métropole, avec en général plus de moyens, plus de stabilité. Du coup, les jeunes Mahorais qui débarquent, ils n'arrivent pas avec les mêmes cartes en main. Leur bagage scolaire, ils l'ont construit dans un environnement qui est, disons-le, beaucoup plus compliqué. Et l'effet de tout ça, il est très concret. On peut le mesurer. Prenez la lecture. À Mayotte, on parle de près de 3 jeunes sur 4 qui ont des difficultés. 3 sur 4. En face, la moyenne nationale, c'est à peine plus d'1 sur 10. L'écart, il est juste abyssal. On parle là de compétences de base, fondamentales, qui manquent bien avant même de penser à l'université. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Même pour ceux qui réussissent à avoir leur bac, le problème reste. Les données le montrent bien. Un jeune Mahorais bachelier sur 5 a encore de grosses difficultés à l'écrit. Alors la question est simple, comment on peut espérer réussir à la fac, un endroit où tout, absolument tout, repose sur la capacité à lire et à écrire correctement ? C'est une mission quasi impossible. Bon, ça c'était la situation avant le départ. Maintenant, passons à l'étape suivante. Le deuxième round, si on veut. L'arrivée en France métropolitaine. Et c'est là que le décalage scolaire vient se heurter à un autre mur, un véritable choc, à la fois culturel et social. Les chercheurs ont un terme pour ça. Ils appellent ça la double intégration. En gros, c'est quoi ? C'est le fait de devoir apprendre 2 choses en même temps. D'abord, apprendre le métier d'étudiant, comment on prend des notes dans un amphi immense, comment on gère son planning. Et en même temps, il faut apprendre à vivre. Tout simplement, s'adapter à une nouvelle culture, comprendre comment marche l'administration, gérer son argent. C'est un double combat, sur 2 fronts à la fois. C'est monumental. Alors concrètement, ce choc, il ressemble à quoi au quotidien ? Eh bien, c'est d'abord la galère financière quasi permanente. C'est aussi une solitude immense, un poids terrible sur les épaules, surtout quand on vient d'une culture où la famille, la communauté, c'est la base de tout. Et puis il y a les trucs du quotidien qui deviennent des montagnes à gravir, ouvrir un compte en banque, faire un dossier pour la CAF. Chaque petite démarche est une épreuve. Le sentiment, au final, c'est d'être complètement dépassé, d'avoir perdu toutes ses balises. Écoutez bien ce que dit cet étudiant. C'est d'une force. C'est comme si on te laissait dans la fosse au lion. La fosse au lion, franchement, est-ce qu'on peut trouver une meilleure image pour décrire ce sentiment ? Cette impression d'être lâché, seul, complètement vulnérable face à un monde hostile. C'est exactement ce que ressentent beaucoup de ces jeunes. Ok, quand on voit tout ça, on se dit que l'échec est presque une fatalité. C'est un mur de difficultés. Et pourtant, il y en a qui réussissent. Alors comment ils font ? C'est quoi leur secret ? Qu'est-ce qui leur donne cette force incroyable pour tenir bon ? C'est là qu'on va trouver les vraies clés, les pistes pour que ça marche. Ce n'est pas de la magie, la réussite. Ça repose sur des choses très concrètes, des piliers. Le premier, c'est la famille. Le soutien familial, même à 8000 km, c'est ce qui permet de se rappeler pourquoi on se bat. Ensuite, il y a les réseaux, les associations d'étudiants. Eux, ils deviennent une sorte de deuxième famille où les plus grands aident les plus jeunes. Avoir un frère, une sœur, un cousin déjà sur place, ça peut tout changer aussi. Et bien sûr, au milieu de tout ça, il y a la volonté, la persévérance de l'étudiant lui-même. C'est le moteur. Ce témoignage, il résume tout. L'étudiant dit « Au début, je voulais abandonner. Franchement, qui ne le voudrait pas à sa place ? Mais c'est la suite qui est essentielle. Il dit « Ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit de continuer, de ne rien lâcher. » Voilà. C'est ça, la force de la famille. C'est la bouée de sauvetage qui empêche de couler quand on est sur le point de tout laisser tomber. Tout ça, ça nous amène à une idée vraiment importante. Le problème, au fond, ce n'est pas juste l'histoire d'un étudiant seul dans son coin qui n'y arrive pas. Non, c'est bien plus large que ça. C'est un enjeu qui nous concerne tous, une responsabilité qu'on doit partager.
Alors, on peut se demander, est-ce que les pouvoirs publics font quelque chose? Oui, si on regarde les chiffres, l'investissement il est même massif. Les dépenses de l'État pour l'éducation à Mayotte, elles ont plus que doublé en 10 ans. On est passé de 222 millions à plus de 500 millions d'euros. L'effort financier, on ne peut pas le nier, il est bien réel. Et c'est là qu'arrive la question qui tue. Si on a mis autant d'argent sur la table, comment ça se fait qu'on a toujours des résultats aussi catastrophiques? Ça veut bien dire une chose, l'argent, ça ne suffit pas. Le problème est plus profond, plus complexe. C'est tout le système qui est en jeu. Voilà, la clé, elle est là. Il faut qu'on arrête de penser que c'est une addition d'échecs personnels. Ce n'est pas ça. C'est l'échec d'un système. Un système qui ne prépare pas assez bien les jeunes avant qu'ils partent et qui ne les accueille pas assez bien quand ils arrivent. La réponse, donc, elle ne peut pas être individuelle. Elle doit être globale, systémique. Elle doit impliquer tout le monde, les profs, les familles, les politiques, les universités, tout le monde. Et on va finir là-dessus avec une dernière question. Le parcours d'un étudiant mahorais, ça ne devrait pas être un pari, un coup de poker. Alors, comment on fait? Comment on fait pour que chaque jeune qui monte dans cet avion ait dans sa poche non pas un ticket de loterie, mais un vrai billet pour l'avenir, une vraie chance de réussir? La question est posée. Et franchement, sa réponse, elle nous concerne absolument tous.